softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house and... Bienvenue à tous et merci. Précédemment, nous avons vu l'origine de l'énergie solaire. Nous avons fait une brève présentation du système solaire et nous avons présenté les deux hypothèses de l'origine de l'énergie solaire. Aujourd'hui, toujours dans la même séquence ou dans le même chapitre, nous allons entamer la deuxième leçon intitulée « Le devenir du rayonnement solaire que reçoit la planète Terre ». C'est une question qui a sa place parce qu'on se demande à quoi servira cette énergie qui parvient à la Terre. Quelles sont les différentes modifications qu'elle peut subir avant d'arriver sur la Terre. Déjà, cette leçon sera accentuée sur plusieurs points. Nous allons d'abord commencer par présenter la constance solaire. Qu'est-ce que c'est? Il faudra bien suivre. Puis, nous allons emboîter le pas avec une autre partie intitulée la portion d'énergie solaire reçue par la planète Terre. Par la suite, nous continuerons avec la notion d'albédo. C'est quoi l'albédo? Et cette partie-ci est très importante parce qu'il faudra comprendre ce que signifie l'albédo global de la Terre. Cette partie sera suivie également d'une autre partie, à savoir la Terre émet un rayonnement infrarouge. Quelles sont les conséquences de ce rayonnement infrarouge? Il faudra comprendre le phénomène d'effet de serre. Et nous allons achever cette leçon avec la notion de bilan radiatif. C'est quoi le bilan radiatif? Pourquoi est-ce qu'il est déficitaire au niveau des pôles et excédentaire au niveau de l'équateur? Merci. Le décor étant planté, nous allons aborder la première partie de cette leçon. Notion de constance solaire, ou encore appelée flux solaire. La constance solaire est la quantité d'énergie émise par le soleil. Pour mesurer la constance solaire, on a besoin d'utiliser des satellites munis de radiomètres situés dans l'atmosphère terrestre. Donc voilà la définition de constance solaire. La constance solaire est la puissance du rayonnement solaire reçue en moyenne par mètre carré à la limite supérieure de l'atmosphère terrestre. Donc, d'aucuns vont dire que cette définition est peut-être longue, mais voilà la définition. Donc, parlant de la constance solaire, donc c'est la quantité d'énergie que la Terre envoie en direction de la Terre. Maintenant, il faut comprendre une chose. La Terre est une sphère. Étant donc une sphère, la Terre a pour surface 4 pi r carré. Donc la Terre n'est pas un disque qui présente une seule face. Donc, la valeur théorique de la constance solaire est environ 1400 watts par mètre carré. 1400 watts par mètre carré. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit valeur théorique? Parce que sa valeur réelle sera 1400 divisé par 4. Parce que la Terre présente 4 faces. Donc, lorsque cette énergie arrive, c'est 1400 watts par mètre carré, elle est divisée en 4 pour toucher les 4 faces de la Terre. Donc, la constance solaire réelle est de 350 watts par mètre carré. Ne vous dérangez pas si dans certains documents vous voyez 342. Là, ce sont des valeurs proches. Donc, on retient que la constance solaire réelle est 350 watts par mètre carré et la constance solaire apparente ou théorique est 1400 watts par mètre carré. Nous allons prendre la deuxième articulation de cette leçon.
la portion de l'énergie solaire reçue par la planète Terre. Sur le document, on va d'abord faire une analyse. Lorsque vous observez bien le document, vous allez voir rayonnement solaire incident 342 watts par mètre carré. Et on voit que voilà donc la constante solaire réelle, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui arrive sur la Terre, sur une de ses faces. Donc, lorsqu'on observe ce rayonnement, il va subir plusieurs modifications avant et lorsqu'il sera sur la surface de la Terre. Donc, au niveau de l'atmosphère, on aura une absorption par les nuages et une réflexion. La part du rayonnement qui va traverser, arriver à la surface de la Terre, va subir également deux modifications. À savoir, nous aurons une absorption par la surface de la Terre et nous aurons une réflexion. Donc ça, c'était l'analyse du graphe. Maintenant, allons un peu en profondeur. Si on doit faire un récapitulatif, nous dirons que lors de sa traversée dans l'atmosphère, le rayonnement solaire subit plusieurs modifications. Donc, nous allons faire ça sur deux plans. Nous allons parler d'abord de l'atmosphère et nous reviendrons sur son arrivée sur la surface de la Terre. Donc, dans la haute atmosphère, principalement dans la stratosphère, une grande partie du rayonnement UV est absorbée par la couche d'ozone qui va les transformer en infrarouge. Donc, déjà pour cette partie, on peut dire ceci. L'atmosphère joue un rôle de filtre car il ne laisse pas passer tous les rayonnements. Il va laisser passer uniquement les rayonnements utiles à l'homme. Néanmoins, ce filtre-là n'est pas efficace car 0,1% peut traverser. Donc, on peut également dire ceci. L'atmosphère joue également un rôle d'écran parce qu'il réfléchit une partie du rayonnement solaire. Donc, si on veut se résumer, dans l'atmosphère, on a une absorption et une réflexion. Un phénomène particulier se déroule dans l'atmosphère. C'est le phénomène de diffusion. Lorsqu'un rayon lumineux croise des nuages qui contiennent des gouttelettes d'eau, il y a ce phénomène appelé diffusion. C'est-à-dire, c'est une réflexion dans toutes les directions de l'espace. Donc ça, c'est un phénomène particulier. Maintenant, arrivons au niveau de la Terre. Lorsque ce rayonnement arrive au niveau de la Terre, il va subir également ces deux modifications, absorption et réflexion. Nous prenons là la troisième articulation de cette leçon, la notion d'albédo. C'est quoi l'albédo? L'albédo est le rapport entre la quantité d'énergie réfléchie par une surface et la quantité d'énergie reçue par cette même surface. C'est mieux de préciser. Donc c'est la même surface. Raison pour laquelle vous avez cette formule. Albédo égale énergie réfléchie sur énergie reçue. Donc l'énergie reçue est également l'énergie incidente. Remarque, l'albédo global de la Terre, je dis bien l'albédo global de la Terre, donne 0,3. Comment est-ce qu'on fait pour la calculer? Revenons sur notre graphe. Étant sur notre graphe, vous pouvez observer les deux flèches de réflexion. On a une réflexion au niveau de l'atmosphère. Cette valeur, c'est 77. On prend aussi la réflexion qui a eu lieu au niveau de la surface de la Terre. Cette valeur, c'est 25. Donc, on fait ceci, 77 plus 25. Et on divise par l'énergie reçue, qui est 342. On parle de la constante solaire réelle, 342. Donc, lorsqu'on fait 77 plus 25 sur 342, on trouve 0,29. Raison pour laquelle nous disons l'albédo global de la Terre est 0,3. Que signifie ce 0,3? Ce 0,3 signifie que 70% du rayonnement solaire reçu par la Terre est absorbé et la Terre réfléchit 30%.
Donc à la suite, vous allez voir un petit exercice d'application. Donc vous allez essayer de comprendre. Ce qu'il faut noter ici, plus l'albédo d'un corps est petit, plus ce corps est absorbant, c'est-à-dire il absorbe plus le rayonnement solaire. Maintenant, plus l'albédo d'un corps est élevé, plus ce corps est rafraîchissant, son pouvoir rafraîchissant est élevé. Donc c'est ce qu'il faut noter sur cette partie. Prochaine articulation, la Terre émet un rayonnement infrarouge. Je vous ai expliqué que les infrarouges étaient calorifiques. Donc, lorsque la Terre absorbe le rayonnement solaire, il va évidemment le réémettre sous forme d'infrarouge. Raison pour laquelle nous faisons allusion à cette partie-ci. À quoi servira ce rayonnement infrarouge? Tout d'abord, il est à rappeler que s'il n'y avait pas d'énergie solaire, la Terre serait à moins 18 degrés Celsius. Donc, grâce au rayonnement solaire, lorsqu'il arrive à la surface de la Terre absorbe 70% et réémet cela sous forme d'infrarouge. Lorsque ce rayonnement arrive au niveau de la couche d'ozone, après sa réflexion, il est piégé par cette couche d'ozone et il redescend. Donc, c'est ce rayonnement qui sert à réchauffer la Terre, permettant ainsi de passer de moins 18 à 15 degrés Celsius. Température qui permet la vie sur Terre. Et en l'occurrence, avec l'énergie solaire, les végétaux peuvent faire la photosynthèse. Donc, c'est pour cette raison que l'énergie solaire conditionne la vie sur Terre. Parlant toujours de ces infrarouges, ils vont donc permettre un phénomène appelé effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? Si on veut revenir sur nos pas, on voit que l'effet de serre sera le réchauffement de la Terre par son propre rayonnement infrarouge. Donc, ce phénomène s'est accentué ces dernières années car les gaz à effet de serre, que sont par exemple le CO2, la vapeur d'eau, le méthane, les CFC, c'est-à-dire chlorofluorocarbone, rejetés par les climatiseurs. Nous voyons que ces gaz à effet de serre augmentent et font en sorte que le phénomène d'effet de serre s'accentue. Raison pour laquelle cela cause de ce que nous observons aujourd'hui, le bouleversement climatique. Bouleversement climatique, la fonte des glaciers, bouleversement des saisons, et tout cela, ça crée un désordre dans les écosystèmes. Notez bien, l'arrivée du rayonnement solaire à la surface de la Terre a deux grandes conséquences. Dans un premier temps, les différences de température observées entre les zones polaires froides et les zones équatoriales chaudes créent ce qu'on appelle les mouvements atmosphériques et océaniques. Et cette énergie solaire est aussi le moteur du cycle de l'eau. Donc c'est grâce à cela qu'on peut avoir l'eau sous ces trois états, liquide, solide et gazeux. Prenons l'articulation suivante, le bilan radiatif. C'est quoi le bilan radiatif? La différence entre le rayonnement solaire incident ou flux solaire absorbé par la surface du sol et le rayonnement infrarouge réémis. Donc, le bilan radiatif global de la Terre est nul. Raison pour laquelle on dit que la Terre est un corps noir, car elle remet autant qu'elle absorbe. Raison pour laquelle la Terre est un corps noir. Mais il est à noter que ce bilan radiatif est excédentaire au niveau des zones équatoriales et déficitaire au niveau des zones polaires. On va donc achever en donnant les causes de cela. Plusieurs facteurs peuvent justifier cette inégale répartition de l'énergie reçue par la planète Terre. On a abordé plusieurs. Si vous observez le schéma présentement, vous allez remarquer que nous avons la distance Soleil-Pôle et la distance Soleil-Équateur. Lorsqu'on observe bien, on se rend compte que la distance Soleil-Équateur est plus réduite. Donc, l'énergie solaire met moins de temps avant d'arriver au niveau de l'équateur et cela diminue les pertes d'énergie.
Remarquons aussi l'angle d'arrivée de l'énergie solaire au niveau de l'équateur est de 90 degrés, ce qui fait qu'une petite surface reçoit une quantité d'énergie importante, raison pour laquelle le bilan radiatif est excédentaire au niveau de l'équateur. Maintenant, lorsque nous observons au niveau des pôles, l'énergie solaire met plus de temps en route parce que la distance est plus longue et arrivant avec un angle d'incidence plus important. Cela fait en sorte qu'une grande surface reçoit une quantité d'énergie insuffisante, ce qui fait que la Terre au niveau des pôles a tendance à se refroidir qu'à se réchauffer, ce qui explique la formation des glaciers et les températures très basses. J'espère que vous n'avez pas de points d'ombre. Si tel est le cas, vous me faites signe dans les commentaires et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc, on comprend ici que cette inégale répartition aura pour conséquence les mouvements atmosphériques et océaniques, qui sera l'objet de notre prochaine leçon. Merci. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.